Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Je suis Ryan et c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode. Nous allons parler digital. Je trouvais ça intéressant de parler d'engagement dans un secteur qui est encore assez nouveau et qui commence à voir le jour, et donc forcément le manque de régulation amène de l'engagement et des messages plus politisés, on pourrait parler ça comme ça. Et donc j'ai l'honneur d'accueillir Marc Fadoul dans cette émission. Il a pu étudier à Berkeley, a collaboré avec Facebook AI, et il va nous parler aussi de l'une de ses dernières créations qui est YouChoose.ai. Marc Fadoul, c'est tout de suite dans le Wombat Café. Bonjour Marc, comment vas-tu ? Bonjour Ryan, très bien, merci. Donc aujourd'hui on va parler ensemble de tout ce qui est tech. Ça paraît énorme comme secteur et ça paraît beaucoup trop impressionnant pour tout représenter ici dans une seule émission qui va durer que 40 minutes. Donc peut-être que je pensais le meilleur pour pouvoir t'introduire et pour pouvoir aussi que les auditrices et les auditeurs puissent comprendre qui tu es et aussi le message que tu as envie de faire passer au plus grand nombre. C'est peut-être parler du parcours et de cette réalisation, de cette épiphanie de ce qu'est le digital et pourquoi il faut plus de régulation, par exemple. Oui, alors moi en fait à la base j'ai un parcours, enfin j'ai fait une école d'ingénieur et tout ça, donc bon, je suis arrivé on va dire dans le numérique et le digital de manière assez naturelle parce que c'est toujours été sans trop me poser de questions, j'ai atterri voilà en école d'ingé machin informatique. Mais là où en fait il y a eu un changement, c'est qu'en sortant d'école d'ingé, j'ai commencé à bosser en fait dans des startups où je faisais du design d'algorithmes en fait dans des boîtes qui faisaient de l'analyse et de la veille de réseaux sociaux. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte en commençant à construire ces algorithmes que l'impact en fait qu'ils avaient sur la société était extrêmement fort et aussi extrêmement complexe et nuancé, et que des détails d'implémentation qui sont cachés dans le code, en fait, peuvent avoir ensuite des conséquences réelles extrêmement fortes. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus intéressé par l'étude de l'impact au niveau sociétal de la technologie que on va dire, des détails d'implémentation et que de la construction de la technologie en elle-même. Donc, là-dessus, j'ai décidé donc de faire un master à la School of Information de Berkeley, qui est en fait un département qui est extrêmement transdisciplinaire, où quasiment l'ensemble des professeurs ont à la fois une formation en informatique et en sciences humaines, et dont vraiment, en fait, la mission du département, c'est d'étudier l'impact de la technologie sur la société, voilà, avec cet axe transdisciplinaire. Et donc, c'est là que j'ai aussi commencé à m'intéresser au système de recommandation, parce qu'en fait, ce sont les algorithmes qui, à mon avis, aujourd'hui, c'est l'AI, on va dire, la plus puissante et qui a le plus d'impact sur notre vie au quotidien, parmi celles qui sont couramment utilisées. Et également, ça touche en fait à énormément aussi d'autres sujets qui m'intéressent, la psychologie, la géopolitique, toutes ces choses-là qui se retrouvent imbriquées dans ce même problème. C'est intéressant parce que justement, cette partie recommandation, j'ai l'impression que tu n'es pas le seul Français en fait à t'y intéresser. Je me suis aussi intéressé au travail de Guillaume Chasselot, qui est aussi avec YouTube et aussi les recommandations. Et je me souviens, il y a de ça quelques années, ça a changé maintenant si je me souviens bien, mais il y a eu un moment, cette légende urbaine qui, je pense, est réelle, que si on laissait tourner la recommandation sur YouTube, on arrivait vers des théories des conspiracy theories, des complots, du complotisme, ou encore des vidéos d'extrême droite. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'était vrai, ces recommandations ? Oui, donc c'est en effet une des thématiques qui a rendu ce sujet des systèmes de recommandation entre guillemets populaire au grand public. Moi, j'ai travaillé avec Guillaume Chalot. Justement, on a d'ailleurs coécrit un article sur le sujet des théories du complot il y a de ça 2 ou 3 ans, où en fait on s'intéressait, enfin on a mesuré la manière avec laquelle
YouTube recommandait le contenu, on va dire la proportion de contenu de théorie du complot qui était recommandée spontanément par l'algorithme de YouTube lorsqu'on partait de chaînes d'information populaires et standards. Et en fait, on se rendait compte qu'il y en avait quand même une grosse proportion, à la base jusqu'à 10%. Et en fait, ils avaient fini par reconnaître le problème en disant, en effet, il y a une proportion un peu importante de théorie du complot qui est recommandée par l'algorithme. Et la raison pour ça, en fait, c'est que l'algorithme est fait pour maximiser l'engagement. Et les théories du complot ont tendance à générer un surengagement parce qu'il s'agit d'informations nouvelles et intrigantes qui a tendance en fait, à générer du clic. Du coup, l'algorithme détectait ça spontanément et avait tendance à promouvoir un grand nombre de théories du complot. Là-dessus, YouTube a fait une déclaration publique en disant on reconnaît le problème, on va commencer à diminuer l'impact de ces théories du complot sur la plateforme et la manière dans laquelle on les diffuse. On s'est dit bon, on peut pas les croire sur parole, donc on va voilà, mon directeur de recherche à Berkeley à l'époque, on a décidé de lancer ce projet et de s'intéresser à ça. On a ensuite lancé ce partenariat avec Guillaume et on a écrit donc cet article où on a montré qu'en fait, en effet, YouTube avait bien diminué la quantité de théories du complot qui est recommandée, mais il partait d'un standard tellement haut qu'en fait, au final, il en reste énormément, même s'ils ont divisé par deux. Déjà, je trouve ça fou, tout ce que tu dis là, ça me choque même plus. Et c'est peut-être ça qui me choque le plus, c'est que ça me choque même plus. Mais donc, ce que je trouvais aussi intéressant, alors, c'est comment YouChoose.ai arrive là-dedans, parce que je suppose qu'il a un lien direct par rapport à cet article. Alors c'est une idée qui est venue, qu'en fait, il y avait de longue date, mais qui est venue enfin un peu plus après. Donc en fait, peut-être qu'on peut commencer par introduire ce que c'est que YouChoose. C'est en fait l'idée, c'est un système de recommandation alternatif pour YouTube, parce qu'en fait le principe c'est, enfin, sur YouTube en fait on nous force l'algorithme de YouTube. Il y a un seul AI, on n'a pas le choix. Il est opaque, il est pas personnalisable. Et en plus, il est par design fait pour maximiser les intérêts financiers de YouTube et non pas les intérêts des utilisateurs. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, quand on est sur une plateforme qui est dans une situation de quasi-monopole comme YouTube, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un moyen d'être en contrôle et de pouvoir choisir l'algorithme qu'on veut utiliser, puisqu'au final, c'est l'algorithme qui détermine la quasi-totalité des contenus qu'on va regarder sur la plateforme, ou qui, en tout cas, les suggère, et ensuite on clique parmi les suggestions de l'algorithme. Que ce soit sur la page d'accueil, les recommandations sur le côté, ou même les recherches, parce qu'en fait, même les recherches sont personnalisées sur YouTube. Donc, évidemment, YouTube n'ouvre pas spontanément sa plateforme au système de recommandation alternative. Donc, en fait, on s'écrit, est-ce qu'on ne peut pas en fait créer un outil qui va de manière adversarielle s'intégrer sur YouTube et du coup, sans vraiment demander la permission de YouTube, créer une interface sur laquelle on peut proposer des suggestions alternatives. Donc ça, c'est YouTube. C'est en fait à la base, c'est juste un plugin sur son navigateur, là, une extension navigateur, qui va en fait détourner les recommandations qui apparaissent sur le côté et en mettre des nouvelles à la place. En fait, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Aujourd'hui, en fait, YouTube, c'est encore un prototype. Hein, si vous l'utilisez, vous allez être légèrement déçu par les fonctionnalités actuelles. Mais donc, il y a une seule fonctionnalité actuelle aujourd'hui, c'est qu'on permet aux créateurs de contenu de proposer eux-mêmes les recommandations qu'ils veulent mettre sur leur propre vidéo. Mais à terme, le but, c'est d'avoir vraiment une plateforme algorithmique où n'importe qui pourrait suggérer un système de recommandation alternatif. Enfin, n'importe qui, je ne sais pas qu'il n'y a pas des tonnes. Aujourd'hui, on a 2-3 partenaires qui sont intéressés par en créer, notamment Tournesol, qui est aussi un projet à but non lucratif basé à l'EPFL en Suisse. Nous, on est en train aussi de penser d'en construire un. Mais donc voilà, l'utilisateur aurait en fait le choix entre différents systèmes. Et donc voilà, c'est ça l'idée derrière le projet. C'est marrant parce que justement, quand j'ai entendu, je trouvais que ça faisait très, très rebelle. Le petit rebelle qui essaie de se battre contre le géant qui est YouTube pour essayer en fait d'avoir des droits qui paraissent tout à fait humains, pouvoir choisir soi-même ce qu'on a envie de voir. Et ça me fait penser,
Mais dis-moi ce que tu en penses, mais ça fait déjà plusieurs années que j'ai l'impression qu'on est devenu de plus en plus passif face à ce qu'on voit ou écoute sur YouTube ou sur les grosses plateformes sur Internet de manière générale. Et j'ai l'impression que tu essaies de changer la donne en essayant qu'on devienne plus actif et qu'en fait, on puisse vraiment dire ce qu'on a envie de voir, ne pas voir sur ces plateformes et de changer en fait cette position de pouvoir. Tout à fait. D'ailleurs, ça, c'est une tendance qui s'observe sur Internet de manière même plus générale. Si on pensait au début d'Internet, on allait vraiment soi-même sur les liens, on choisissait quel site on accédait, machin. Même sur Google, c'était à la base quand même une suite de liens. Aujourd'hui, si on regarde l'évolution de Google, il y a de plus en plus la réponse qui apparaît directement. On n'a plus besoin de faire soi-même la démarche de recherche de l'information. Si on regarde l'évolution aussi des différents features des réseaux sociaux, entre Facebook au départ ou entre MySpace encore plus avant, où on allait vraiment soi-même sur les pages des copains, machin, et on décidait ce qu'on voulait voir. Ensuite, on a Facebook qui a introduit vraiment la notion de newsfeed, où d'un coup, c'est un algorithme qui nous recommande une suite de contenus, et puis on en choisit de regarder certains et de ne pas en regarder d'autres. Mais si on regarde maintenant même le stade d'après, qui est TikTok, où là, d'un coup, on n'a plus qu'une vidéo face à soi qui apparaît à l'écran, et on n'a pas de choix que de la regarder. Bon, si on ne la regarde pas, on swipe à la suivante, mais voilà, là, c'est du coup les contenus un par un, complètement déterminés par l'algorithme, et sans aucun contrôle utilisateur ou même input, où à la base, on te demande qu'est-ce que tu viens faire. Est-ce que tu es là pour rigoler? Est-ce que tu es là pour te détendre avant de te coucher, pour apprendre quelque chose d'intéressant? Tout ça, on s'en fiche, on est juste là, on dit voilà, mange du contenu, et tu as juste le droit de dire content, pas content, mais c'est tout, quoi, en gros. Et donc, nous, en effet, moi, ce que je pense, c'est que l'utilisateur doit redevenir acteur conscient de l'information qu'il consomme. Consommer de l'information, c'est comme consommer de la nourriture. On ne peut pas non plus manger n'importe quoi, n'importe quand. Il y a un certain régime qu'on peut décider d'avoir ou de ne pas savoir. En tout cas, il faut être conscient de ce qu'on ingère et le faire de manière un minimum intentionnelle. Et après, je dis pas il faut moi, je suis pas contre les réseaux sociaux, TikTok ou quoi que ce soit, hein, je les utilise moi-même. Mais je pense que savoir ce qu'on a envie de chercher lorsqu'on utilise ces services-là, et c'est quand même quelque chose d'important. Et il faut toujours garder en tête que la plateforme, elle est juste là pour te garder engagé, quelle que soit la qualité ou l'intérêt ou le désintérêt du contenu. C'est que le but, ça reste de générer de l'intérêt publicitaire, et le produit, c'est ton attention. Donc, il faut aussi en faire un usage raisonné de cette attention et à qui on a envie de la donner et pourquoi. Je suis tout à fait d'accord et je trouve ça très intéressant. Et ça fait maintenant déjà plusieurs années que j'en parle beaucoup en fait avec mes amis et mes amis de tout ce qui est en fait la collecte de data, mais aussi toute cette partie où on devient, oui, passif. Je crois pas qu'il y a d'autres mots pour parler de la manière dont on utilise Internet. Et pourtant, je trouve ça tout à fait logique dans ma tête et dans ma manière de parler que voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Il faut être beaucoup plus actif et acteur de notre manière de gérer notre utilisation Internet. Mais pourtant, moi, la plupart des contre-arguments que je reçois, c'est mais moi, j'ai envie de recevoir cette proposition. Moi, je ne sais pas ce que j'ai vraiment envie. Et là, quelqu'un le fait pour moi. Et je trouve ça super intéressant. Même Amazon, le fait qu'on me propose un autre produit auquel j'aurais jamais pu avoir accès d'une autre manière, eh bien, je trouve ça super cool, en fait. Comment est-ce qu'on répond à ce type d'argument? Mais moi, je pense que les algorithmes sont essentiels et nécessaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre manière. Quand on regarde l'échelle de, de nombre de contenus qui sont disponibles sur ces plateformes et sur Internet de manière générale, il n'y a pas d'autre manière de les explorer et d'y accéder qu'à travers un algorithme. On ne peut pas pouvoir feuilleter à la main un catalogue des milliards de vidéos de YouTube. Maintenant, les plateformes utilisent le même argument que tu viens de dire en disant non, en fait, il ne faut pas mettre plus de contrôle à l'utilisateur parce que l'utilisateur est flemmard. Et parce que l'utilisateur, en fait, quand on lui demande quelque chose, en fait, il n'a pas envie de le faire. Et ça, je pense que c'est un argument qui est déjà partiellement faux et biaisé, encore une fois, par les intérêts des plateformes. Pourquoi? Parce que souvent, quand on va sur une plateforme et sur un réseau social, on est là
une fois sur deux, quasiment en pure procrastination, parce qu'on a un truc sur lequel on veut bosser, et juste on ouvre l'onglet, machin. Si à ce moment-là, on a introduit une page qui dit qu'est-ce que tu viens faire là? Est-ce que tu es là pour apprendre quelque chose, pour faire ci, pour faire ça? L'utilisateur il va se rendre compte, ah ben non, en fait, ouais, en fait, t'as raison, je dois bosser, je fais ça. Bon, ça, à partir du moment où on introduit ce genre de contrôle ça fait une barrière d'accès entre guillemets au service, il y a une perte d'engagement. Il y a une perte d'engagement, donc c'est pas dans l'intérêt de la plateforme, donc elle le fait pas. Mais c'est pas pour autant que pour l'utilisateur, ce serait pas bénéfique. Parce que si on avait ce genre de fil qui demande juste de donner un input sur le type de contenu qu'on a envie d'avoir et qu'est-ce qu'on vient faire, ça générerait des suggestions qui sont plus pertinentes. Et par contre, ça, peut-être que ça diminuerait le temps passé sur la plateforme de manière générale, mais ça augmenterait la qualité. Et ça, donc voilà, les plateformes n'ont pas intérêt à le faire. Moi, je pense que les utilisateurs auraient intérêt à le faire. Moi aussi, je veux très bien avoir parfois des contenus qui me suggérés, auxquels j'aurais pas pensé moi-même. Mais dans ce cas, on peut intentionnellement demander à l'algorithme, fais-moi des recommandations basées par rapport à mon historique sur quelque chose qui est différent. Et ça, même si je veux faire ça aujourd'hui en utilisant l'algorithme, c'est pas si évident parce qu'en fait, l'algorithme, il a aussi une tendance à me remettre un peu tout le temps les mêmes trucs sur les mêmes sujets. Et j'ai pas vraiment un moyen explicite de lui dire non, mais va un peu plus large, cherche des nouveaux sujets, entre guillemets. Tout ça, ce genre de contrôle qu'on aurait envie d'avoir au niveau de l'utilisateur, qu'aujourd'hui, on n'a pas. Euh, et je pense qu'en fait, voilà, moi, je suis pour les algorithmes, mais je suis pour le contrôle de l'algorithme, pas juste l'algorithme tout court. Parce qu'en fait, c'est très opaque, en fait, toutes ces plateformes. Et donc, bah, après, il y a aussi un problème peut-être d'éducation. Par exemple, moi, malgré que j'ai déjà entendu le mot algorithme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et est-ce que, même si j'avais le contrôle sur ces algorithmes, est-ce que je pourrais en faire quelque chose? Je ne suis pas sûr non plus. Alors, il y a un problème, c'est tout à fait juste, c'est un problème de UI, quoi, User Interface, ou User Testing, qui aujourd'hui n'a pas été résolu parce qu'aujourd'hui, il y a pas vraiment, il y a pas beaucoup de services qui proposent ce genre d'interface ou de feature. Et en fait, il faut bien penser justement à rendre ce genre de contrôle interprétable et compréhensible pour l'utilisateur. On va pas mettre des noms de paramètres abstraits, même si peut-être ce sera ce à quoi ça correspond derrière, mais il faut qu'il y ait. Une traduction pour noob. Voilà. Donc ça peut être par exemple le trade-off entre avoir une exploration forte de nouveaux contenus ou quelque chose qui est très similaire à ce qu'on vient de regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compréhensible, mais je pense de dire voilà à quel point est-ce que tu veux t'éloigner du sujet ou rester sur là-dessus. Ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire. Bah ouais, ouais. Et en plus, ça me fait penser aussi à ce que tu disais avant. Donc, tu expliquais que au début, l'utilisateur était partiellement ou quasi très actif et en tout cas, ce qu'il voulait, il le recevait. Tu as pris l'exemple de MSN où tu devais chercher tes amis pour pouvoir avoir une interaction avec eux et que maintenant on te propose tout. En bref, en 15 ans, je suis peut-être c'est un peu plus que ça, peut-être allez, on va dire 22 ans depuis 2000, la technologie et toutes les interfaces et tout le web de manière générale a fort évolué. Mais ça veut dire aussi que bon, je suppose que tu n'étais pas engagé en l'an 2000, ou en tout cas pas comme tu l'es maintenant. Donc je voulais savoir comment est-ce que tu as vu ton engagement à l'encontre des plateformes évoluer ces dernières années avec justement cette technologie qui évolue aussi de plus en plus. Bon, moi, on va dire un des moments où je me suis vraiment rendu compte c'était une révélation pour l'ensemble du domaine et de l'AI responsable, ça a été l'affaire Cambridge Analytica, où en fait on s'est rendu compte que à travers des publicités ciblées à partir de données volées déjà, on pouvait faire du ciblage publicitaire qui était tellement précis et tellement adapté au profil psychologique de chaque citoyen qu'on pouvait potentiellement influencer une élection. Donc on ne sait pas exactement dans quelle mesure ça a été responsable de l'élection de Trump, mais il y a quand même de fortes suspicions que ça a été un facteur assez déterminant. Pareil pour le Brexit, où dans ces deux cas, ça a été des élections serrées sur lesquelles cette technologie a été utilisée vraiment à une immense échelle. Et pour moi, ce qui était
quelque part, ce qui m'a fasciné derrière cette histoire, c'était l'article qui était en fait derrière cette recherche et fondateur, on va dire, de toute la technique de Cambridge Analytica, d'un chercheur qui s'appelait Kandinsky, qui montrait qu'en fait, comment Cambridge Analytica a fait son ciblage publicitaire, ils ont en fait utilisé vous savez, il y avait ces petits jeux sur Facebook à l'époque où là, il fallait faire un test psychologique et les gens qui participaient au test psychologique, du coup, partageaient leurs données Facebook, dont leur liste de pages qu'ils likaient, tous les trucs qu'ils ont likés sur Facebook. Donc, notamment, tous leurs groupes de musique préférés, les journaux qu'ils lisent, leurs équipes de sport, toutes leurs passions, quoi, en gros. Parce que les gens ont renseigné tout ça à l'époque sur Facebook. Et non seulement les leurs, mais aussi ceux de leurs amis. Donc tout ça, c'était liqué à chaque fois que quelqu'un faisait le test psychologique. Et ensuite, ils croisaient en fait ces intérêts de page Facebook avec le résultat du test psychologique. Et ils entraînaient un algorithme pour prédire la personnalité d'une personne à partir des pages qu'ils ont likées sur Facebook. Et ce qui était hallucinant, c'était la performance de cet algorithme pour prédire la personnalité à partir des likes. Donc, à partir de 15 pages, c'est-à-dire si je vais sur ta page Facebook, je prends 15 pages que tu as likées au pif. Enfin, pas moi, mais si, ensuite je donne à l'algorithme. Il va être capable de prédire ta personnalité avec à peu près la même précision qu'un de tes amis. Maintenant, si on passe à 50 likes, 50 ou 60 likes, on est aussi proche que les membres de la famille. Ensuite, à 80 ou 90, on est aussi proche que soi-même, à prédire sa personnalité. Et en arrivant vers 120, on est aussi proche que son époux ou son épouse, qui connaît bien sûr la personnalité de la personne moi-même mieux qu'elle-même. Donc c'est amusant. Mais en tout cas, l'algorithme, lui, voilà, il suffit d'une centaine de likes et il a une précision, en fait une perception de la personnalité de la personne plus précise que même sa propre épouse. Et sachant qu'en pratique, l'algorithme a accès à plusieurs centaines de ces points, il peut intuiter des effets psychologiques que l'entourage de la personne elle-même ne veut pas détecter et ensuite les exploiter pour faire du targeting publicitaire, ce qui montre le potentiel et le danger potentiel que ça peut impliquer, qu'on peut même pas concevoir. Enfin, ce serait encore plus puissant que de la manipulation humaine, quoi. Oui, c'est assez dingue, je trouve. Et en plus de ça, ça me fait penser... parce que là, bon, on parle de ces événements en 2016. Si je ne me trompe pas, en 2010, il y a eu quelque chose de semblable au Trinidad et Tobago. On a aussi manipulé les votes. Et je pense bien que c'était aussi Cambridge Analytica. Je vais faire du fact-checking pour ne pas balancer des fake news. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait déjà vraiment depuis plusieurs années qu'on arrive à des excès comme celui qui s'est passé en 2016 avec Cambridge Analytica, qui était vraiment le pinacle de tous ces petits événements qu'il y a eu avant, qui étaient complètement choquants. Mais alors on se retrouve seulement maintenant avec un DSA et un DMA qui viennent de voir le jour et qui commencent vraiment à prendre forme, et je pense que ce sera seulement en 2023 qui seront vraiment mises en action. Donc le DSA, c'est Digital Services Act, où là c'est surtout dis-moi si je me trompe, mais le statut qu'on a sur Internet, et alors qui sont et comment on définit un acteur sur le web. Oui, le DSA, c'est surtout, je pense, comment réguler en fait les plateformes essentiellement c'est essentiellement les plateformes des réseaux sociaux qui sont visées par le DSA. Et le DMA vise principalement les plateformes qui ont tendance à faire des pratiques anticoncurrentielles du style les App Store d'Apple et de Google, les Amazon, les choses comme ça. Donc le DSA est plus centré sur la désinformation, la circulation de l'information et tout ça, alors que le DMA, c'est plus les pratiques anticoncurrentielles sur Internet. Ça, plus économique. Mais donc, ça a mis quand même vraiment beaucoup d'années pour pour que ces actes arrivent à voir le jour. Et en plus, c'est considéré un peu comme des références, un peu les premiers à faire ça, avec aussi le GDPR qui était aussi une de ses premières régulations, et l'Europe est un peu première et va pouvoir amener une sorte de référence pour le reste du monde. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà beaucoup trop tard, parce que maintenant on commence à voir le métaverse et on commence à voir d'autres
innovations dans le monde de la technologie et des plateformes qui commencent à voir le jour maintenant et qui seront alors aussi régulées seulement dans 10 ans. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à être sur le même pied d'égalité dans la course à l'innovation avec des plateformes aussi grandes et aussi importantes? Oui, alors bon, ça, je pense que c'est un problème qui existe depuis même avant Internet. Le fait que la régulation et la législation courent après la technologie, ça a toujours été le cas. Je pense que l'idée d'une bonne régulation, c'est d'essayer d'arriver de la fonder sur des concepts qui ont un degré d'abstraction supérieur pour ne pas être trop dépendant justement de la contingence de la technicité qui va pouvoir voir le jour ou pas. Euh, et c'est sûr que ça reste un problème, qu'aujourd'hui on aurait aimé avoir ces régulations il y a bien longtemps. Je pense qu'elles sont quand même vraiment bienvenues, notamment le DMA sur les plateformes. En fait, c'est un problème qui est très générique. Aujourd'hui, quasiment tout sur Internet fonctionne sur le modèle des plateformes, où il y a un endroit qui centralise à la fois l'offre et la demande et qui, du coup, fait cette interaction, que ce soit Uber, Amazon, tous ces services-là, c'est ça, des plateformes, Airbnb, qui contrôlent vraiment, qui sont des points de contrôle, en fait, et aussi de péage et de tout ce qu'on veut, et qu'il faut, du coup, réguler, parce qu'ils ont tendance à avoir des pratiques anticoncurrentielles. Il y aura exactement la même chose sur le métavers, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que le DMA s'applique au métaverse, par exemple. Parce que une fois qu'on est sur un métavers, ça reste une plateforme aussi où il va y avoir différents acteurs qui vont échanger des choses et certains services qui vont être plus mis en avant que d'autres. Donc, il faut espérer aujourd'hui tout le challenge sur le DSA et le DMA et toute l'incertitude aussi, c'est qu'on ne sait pas encore comment il va être interprété et comment il va être aussi mis en place. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le cœur de la réflexion, d'ailleurs, à laquelle on participe un petit peu avec la Commission européenne, c'est de savoir comment est-ce que nous, on les aide sur la partie audit algorithmique. Justement, il y a toutes ces nouvelles régulations, ces nouveaux standards qui sont demandés de la part des plateformes, mais on ne sait pas bien aujourd'hui comment auditer pour s'assurer que la loi telle qu'elle est décrite dans le DSA soit respectée. Et donc, il s'agit de savoir quelles données il faut demander aux plateformes, quelles données seraient suffisantes ou non pour pouvoir s'assurer de ça. Et justement, tu parlais de désinformation pour le DSA, et je pense que c'est un point important, vu que j'ai une interview Marc Fadoul, il faut quand même qu'on parle un peu de désinformation. Et j'ai l'impression qu'un peu l'un des grandes armes contre la désinformation est ce qu'on appelle aujourd'hui la modération. Et en plus, récemment, j'ai vu que c'était pas seulement de la désinformation par l'humain, mais aussi par l'intelligence artificielle. Mais pourtant, malgré la collaboration humain-intelligence artificielle, la modération a ses limites. Il y a quand même des choses qui passent à travers ces filtres. Et on arrive quand même à des choses qui sont de plus en plus nuancées, où la désinformation commence à être et la mésinformation commence à être de plus en plus nuancée. Je voulais savoir si par hasard tu avais pensé à des alternatives que tu pouvais partager et peut-être aussi expliquer pourquoi il y a ces limites et comment peut-être les surpasser. Oui, alors il y a aujourd'hui, on se focalise. Il y a une grosse partie du débat sur justement les problèmes avec les plateformes et tout ça, qui sont focalisés sur, comme tu dis, la modération du contenu, comme quoi il faut modérer toute la désinformation et que c'est ça la solution pour régler tous les maux de la société. Moi, j'y crois pas trop à cette approche uniquement. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être modérées, c'est sûr. Après la modération, il y a des choses qui sont voilà, extrêmement claires. Il y a énormément de choses qui sont subjectives. Et pour moi, il faut pas commencer à trop modérer le subjectif parce que sinon ça devient une dictature. Et aujourd'hui, on se rapproche quand même dans certains cas assez proches de ces lignes rouges de modération qui sont quand même assez tendancieuses. Et en plus, en fait, on réglera jamais le problème complètement comme ça parce que l'information, dans tous les cas, pourra continuer à circuler par d'autres biais pour les gens qui la cherchent vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher de l'information sur Internet, on pourra toujours la trouver quelque part, quoi. Pour moi, le cœur du problème, c'est beaucoup plus l'amplification algorithmique et la démotion, entre guillemets. Donc, c'est l'amplification et la démotion qui sont, voilà,
en fait, quel contenu va être promu à des millions de personnes sur Internet, enfin sur les réseaux, plutôt que de dire est-ce qu'il va falloir, ou alors dans d'autres cas, quel contenu va être shadowbanné, ou parfois comme on parle, donc le shadowban, vous savez, c'est quand un contenu n'apparaît pas dans les résultats algorithmiques. Et ça, c'est quelque chose, une pratique qui est de plus en plus utilisée par les plateformes, mais elle le fait de manière extrêmement opaque. Donc on ne sait pas quel contenu va se retrouver en fait banni de l'algorithme. Et en plus, et quand on en est la victime en tant qu'utilisateur de son propre contenu, on n'en est pas forcément informé. Et c'est pas forcément pour des raisons légitimes aussi, parce que enfin, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Il y a vraiment aussi un gros problème de transparence et de droits digitaux en fait à l'expression, parce que pour que ce soit démocratique, il faut qu'il y ait quand même un mécanisme d'appel, de transparence et tout ça qui n'existe pas aujourd'hui, qui font partie, dans certains cas, des propositions du DSA d'ailleurs. Et voilà, et donc moi je pense que ce qu'il faut se demander, au lieu de se focaliser purement sur le contenu, le mauvais contenu, entre guillemets, et dire, ah voilà, ça c'est le mauvais contenu, il faut le modérer. Pour moi, il faut se concentrer plus sur quel type de contenu, de manière générale, va être amplifié par l'algorithme, et plus, quelque part, amplifier le contenu de qualité, plutôt que de se focaliser sur censurer le mauvais contenu. C'est-à-dire que si jamais l'algorithme, au lieu de recommander spontanément des théories du complot, il recommandait du contenu nuancé et de qualité, même si ça se fait au coût de 2% d'engagement et de 1 milliard en moins dans les caisses de YouTube, pour moi, elle est là, la solution, beaucoup plus voilà, que de censurer, qui ne fait qu'en fait amplifier en plus les arguments de complotistes qui ça leur donnait en fait du grain à moudre que de les censurer. C'est vrai que ça fait depuis le début de cette émission qu'on est très critique face à Internet, aux plateformes et à tout ce qui s'y passe. Et on est un peu en train de dépeindre quand même une vision très dystopique de ce qui va arriver dans les prochaines années. Et je pense aussi que ça vaut la peine peut-être de nuancer tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Est-ce que parfois, peut-être, tu as l'impression d'arriver à surestimer un peu trop le pouvoir des plateformes sur le psyché des citoyens européens ou occidentaux ou n'importe, en tout cas des utilisateurs, ou est-ce que pour toi peut-être on sous-estime justement le pouvoir de ces plateformes? Non, je pense plus qu'on le sous-estime. En effet, en plus, comme tu dis, c'est une bonne question parce qu'on a toujours tendance, quand on travaille dans un domaine, à penser que c'est le nerf de la guerre de toutes les choses sur Terre, mais et c'est pas le cas, clairement. Je pense notamment quand on parle à la diffusion d'informations juste d'actualité. Alors, j'ai pas les chiffres en tête exactement, mais en tout cas aux États-Unis, par exemple, la télé reste majoritaire largement par rapport aux réseaux sociaux. Et pour moi, le gros problème de la désinformation aux États-Unis, c'est plus Fox News et OAN que Facebook, quoi. Même si Facebook participe de ça et YouTube également. Et en plus, il y a aujourd'hui et maintenant en plus de plus en plus de mélange entre ces deux genres, puisque les médias traditionnels se reposent de plus en plus vers les réseaux sociaux pour se diffuser et tout ça. Mais ça reste en effet, les réseaux sociaux ne sont quoi un reflet de ce qui se passe dans la société au sens plus large, et il y a plein d'autres facteurs qui influencent ça, quoi. Un exemple, je pense, qui est intéressant là-dessus, c'est la question des filtres de bulles. On a l'impression qu'on a découvert les filtres de bulles avec les réseaux sociaux, ou en tout cas le terme est apparu avec les réseaux sociaux. On disait, ah voilà, les gens sur les réseaux sociaux, ils voient qu'un seul type d'information, machin. En fait, quand on regarde les gens qui utilisent les réseaux sociaux, ont une plus grande diversité de points de vue qui leur sont soumis et mis sous les yeux que des gens qui s'informent sur des médias traditionnels, notamment la télé, où ils vont avoir tendance à regarder tout le temps la même chaîne et avoir le même présentateur tous les jours, et pour le coup, vraiment un seul point de vue. Et, et là, on regarde sur la télé, mais si on parle même des cercles physiques de gens, c'est la même chose. C'est-à-dire que souvent, les gens sont enterrés de gens qui pensent un peu tous la même chose. Et les réseaux sociaux, en fait, permettent d'avoir des points de vue qui sont plus loin, plus différents que ceux dont on va avoir accès à proximité immédiate dans les cercles sociaux physiques, quoi. Donc, en effet, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas sont évidemment extrêmement importants, mais
mais ouais, il y a pas que ça. Et je me demandais, parce que je pense que c'est quand même une question qu'on doit souvent te poser, mais je la trouve quand même intéressante, c'était de savoir si tu mets beaucoup en garde en fait contre, par exemple, les filtres de bulles, mais aussi le rabbit hole, donc ce trou de verre ou ce tunnel de vision qu'on a et qui commence à être une chambre d'écho d'une certaine manière. Peut-être dans la recherche même de ce que tu as pu faire, est-ce que peut-être toi aussi tu as été victime d'une certaine manière de rabbit hole et de bulles de filtre et de chambre d'écho? Oui, alors moi, je pense que on a tendance un peu à surjouer cette histoire de rabbit hole. Je pense que c'est, comme je le disais, un phénomène qui existe, mais qui est pas plus extrême que ce qu'on peut avoir, notamment hein, sur d'autres médias. Euh, je pense là où en fait c'est nuancé et subtil, c'est que c'est extrêmement dépendant de l'utilisateur. Et on va avoir certains utilisateurs qui vont avoir un comportement qui vont, qui vont les faire que l'algorithme va les entraîner justement dans des niches vraiment extrêmement fermées et potentiellement assez extrêmes. Et ça, mais il faut avoir un profil de consommation assez unique et assez particulier pour déclencher ce phénomène. Et pour l'essentiel des utilisateurs, en fait, ce problème n'existe pas. Après, c'est pas pour autant que c'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que bon, s'il y a 1% des utilisateurs qui se retrouvent à devenir fous ou extrémistes parce qu'en regardant YouTube, ça reste quand même un sacré sujet parce qu'il y a tellement d'utilisateurs de YouTube et je veux dire, on n'en est pas à la. Il y a déjà eu enfin plusieurs attaques terroristes, notamment où on sait que les terroristes ont été radicalisés ou en tout cas ont pris leurs idées sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça. Donc bon, c'est un problème qui est entier, mais ça reste quand même un phénomène minoritaire et qui, je ne pense, ne décrit pas à lui seul les dynamiques de consommation. Dans mon cas, bah, quand j'ai fait justement cette étude sur les théories du complot, j'ai eu toute cette phase où j'en ai regardé beaucoup du coup. Donc c'était amusant de voir un peu comment l'algorithme évoluait et me recommander constamment des choses complotistes. Donc je voyais clairement que voilà comment est-ce qu'on peut rentrer dans ces dynamiques. Mais bon, après, je regardais aussi d'autres choses, donc tout de suite, enfin, il y avait toujours un peu de diversité dedans, mais. Non, c'est sûr, il faut pouvoir nuancer et se dire que certains cas extrêmes ne représentent pas du tout l'effet global et plus général qu'on peut voir. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Vu que les plateformes et tous ces problèmes qu'on a pu mettre en avant durant cette interview, eh bien, ils sont entre guillemets intangibles. C'est des choses dont on parle, qui sont difficiles à vraiment se représenter et qui sont difficiles à exprimer et à communiquer. Déjà, merci beaucoup, parce que je sais que c'est un exercice quand même compliqué de pouvoir parler d'algorithmes d'effets de plateformes qui sont complètement irréelles et digitales, et expliquer de manière aussi simple et aussi efficace les effets que ça peut avoir sur la société. Déjà, merci beaucoup là-dessus. Mais là où je voulais aussi en venir, c'est que c'est parfois aussi difficile de pouvoir convaincre des décideurs politiques ou bien des acteurs du changement de manière plus générale ou même la société civile. Et je voulais savoir si parfois tu t'es senti découragé ou dépassé par ces problèmes et comment on arrive alors à les surpasser. Écoute, pas encore. Pas encore. En fait, j'ai l'impression, moi, même qu'il y a. Enfin, aujourd'hui, on est sur un problème qui est quand même largement conscientisé, à la fois par les régulateurs et par les citoyens. Donc, en fait, quand on travaille, enfin, c'est quand même un sujet qui est extrêmement médiatisé. Là, on voit ces régulations qui arrivent, à la fois aux États-Unis, en Europe. Ça fait des années que les gens travaillent dessus. J'ai plus ce sentiment, notamment sur l'urgence climatique que sur l'urgence digitale. J'ai l'impression, ah, là, il y a vraiment un manque de réaction et d'action et de conscientisation de l'échelle du problème. Je pense qu'on n'en est pas là sur le numérique. En fait, il y a clairement il y a clairement des soucis, il y a des choses à faire, des régulations, une concentration du pouvoir, aussi de l'argent, un utilisateur qui est parfois dont ses droits digitaux sont pas forcément respectés. Mais ouais, on n'a pas l'impression non plus de parler dans le vide. On a l'impression, au contraire, de parler de quelque chose qui intéresse beaucoup de gens
et où on a une expertise qui est en fait assez demandée, quoi. Peut-être certaines auditrices et certains auditeurs vont se dire oui, peut-être que c'est un plus gros problème que ce que je pensais. Ça peut arriver, malgré que tu dis que ce problème est fort conscientisé. Il y en a peut-être un ou deux qui va se dire faudrait peut-être que je repense à ma manière de gérer les réseaux sociaux. Et donc, je voulais savoir si peut-être tu avais des solutions à leur proposer ou... Ah oui, alors aussi, je dis pas que c'est pas un problème, hein. Je dis qu'il y a, évidemment, en fait, le problème, c'est quoi le problème? Je pense qu'il y a pas, il faut pas voir ça nécessairement comme un problème. Il faut conscientiser qu'il y a un effet des algorithmes qui détermine l'information qu'on consomme. Pour moi, ce qui est important, c'est de conscientiser ça, de savoir que quand on regarde, même quand on fait une recherche sur Google et qu'on regarde les liens qui apparaissent, déjà se demander est-ce que les gens regardent s'ils cliquent sur une pub ou pas quand ils le font, parce que ça, par exemple, à quel point les pubs sont évidentes ou pas sur Google, c'est un truc qui a aussi évolué en 10 ans. Avant, c'était en jaune, on voyait très bien. Maintenant, c'est écrit en tout petit. Et moi, je vois souvent des gens qui Google à côté de moi, qui cliquent sur les pubs tout le temps. Et je dis, mais les gens, en fait, se rendent même pas compte de ça. Et en fait, une pub, si elle est là, c'est que quelqu'un a payé pour le faire. Donc, en fait, toi, tu cliques même pas sur l'info qui est pertinente, tu cliques sur l'info qu'on a bien voulu payer pour que tu consommes, quoi. Ce genre de choses. Et même quand on regarde ensuite les autres résultats, c'est aussi des résultats qui sont avantageux pour Google dans la plupart des cas, pas forcément des sites plus alternatifs, etc. Donc moi, je suis plus en train de dire, voilà, ayez conscience que l'information que vous consommez, elle est promue, enfin, elle est sélectionnée par des algorithmes, et que ces algorithmes ont des intérêts bien particuliers qui ne sont pas forcément les vôtres. Après, on va pas s'arrêter de vivre pour ça, mais il faut en être conscient et il faut essayer d'avoir voilà, une démarche la plus intentionnelle et consciente que possible. Marc, un très grand merci d'avoir accepté cette interview avec autant de gentillesse et autant de bienveillance. Je sais que moi, de mon côté, en tout cas, interviewer un aspect si technique qu'est le digital, c'était aussi une première pour moi. Et je suis toujours autant passionné. Merci beaucoup de pouvoir mettre aussi des instruments en avant en utilisant Internet. C'est ça que je trouve aussi beau, c'est que de pouvoir donner des outils pour pouvoir donner aux utilisateurs leur propre pouvoir de choisir avec YouChoose.ai, je trouve ça génial et j'espère vraiment pouvoir voir. Déjà, est-ce qu'on dit intelligence artificielle? Comment un programme, app, comment est-ce qu'on parlerait de YouChoose.ai? Et en même temps, je voulais savoir aussi comment est-ce que tu peut retrouver cet outil. C'est Internet? YouChoose.ai. Il suffit de taper et c'est bon. Voilà, c'est un site, c'est une URL, et dedans, vous pouvez avoir le lien pour télécharger l'extension. Vous pouvez la télécharger dès à présent. Comme je dis, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités qui sont en place, mais on va les déployer dans les prochains mois. Donc comme ça, vous serez déjà dessus. Et comment est-ce qu'on peut être au courant des dernières infos ou des dernières nouveautés? Est-ce qu'il y a peut-être un médium que tu préfères où tu passes la communication et l'information? Ouais, vous pouvez me suivre sur Twitter, aussi YouChoose a sa propre page Twitter, et il y a aussi une newsletter sur laquelle on peut s'inscrire sur la page de YouChoose.ai. Pour finir cette émission, c'est comme ça aussi qu'on a commencé Wombat Café, c'était avec des recommandations culturelles. Alors, peut-être pour te laisser un peu plus de temps, parce que j'étais prévenu un peu tard pour cette recommandation culturelle, c'était un manque de professionnalisme de ma part, mais je voulais aussi proposer une recommandation culturelle. D'habitude, je ne le fais pas, mais voilà, cette fois-ci, parce que comme c'est tout nouveau, parce que ça vient de sortir en français, je trouvais ça intéressant, c'était un livre qui s'appelle « L'illusion de la démocratie numérique » de Jen Schrady. Internet est-il de droite? C'est un très chouette livre qui explique comment parfois certaines inégalités dans le monde entre guillemets réel peut aussi se retransférer dans le monde numérique. Je vais te laisser le mot de la fin, cette recommandation culturelle, et puis aussi le message que tu as envie de faire passer aux auditrices et aux auditeurs. Non, bah, ça a l'air intéressant comme bouquin. Je vais aussi. Merci pour la recommandation. Moi, ma recommandation, ce que j'écoute avec le plus de diligence tous les matins comme podcast, c'est Géopolitique sur France Inter de Pierre Aski. Si vous ne l'écoutez pas, je recommande ça. Pour moi, c'est aussi bon que l'Expresso au petit-déj à 8h17. Et voilà, un petit concentré tout le temps d'un sujet en 3 minutes, toujours avec beaucoup de précision et de nuance.
Eh bien voilà, alors je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de cette émission? Ou, je sais pas si tu as envie de faire de la pub pour quelque chose, ce que tu veux. The floor is yours, comme on dit. Ben non, écoute, moi je vais rester sur ce qu'on m'avait donné comme recommandation aux utilisateurs, d'essayer d'avoir conscience de l'information qu'ils consomment sur Internet et d'essayer de faire ça avec le plus d'intentionnalité possible. Et aussi d'essayer des alternatives aux grands services. Essayer de pas forcément passer par Booking, pas forcément passer par Airbnb, par Google. Il y a des alternatives à tout ça. Et je pense que pour avoir un Internet qui reste à la fois équitable, démocratique et centralisé, c'est important de ne pas concentrer tout le pouvoir dans les plateformes. Évitez Amazon autant que vous pouvez. Voilà. Je pense que c'est bien d'utiliser ces choses quand c'est les seuls qui permettent, les seuls services qui permettent d'accéder à ces fins, et parfois c'est le cas. Mais il y a aussi beaucoup d'autres services qui sont très bien. Donc. Un très grand merci, Marc, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, ciao. Merci, au revoir Ryan.